En février 2020, Delpha Conseil a interrogé l'agence Bouchot Architectes au sujet des surélévations des immeubles de bureaux à Paris. Quel est l'intérêt de surélever un immeuble ? Comment réaliser une surélévation et quels vont être les obstacles ? Surélever un immeuble, c'est ajouter un ou plusieurs étages au-dessus d'un immeuble déjà existant. Pour répondre à leurs questions, nous avons interrogé des experts dans les domaines de l'urbanisme, du patrimoine, de l'économie et de la législation afin d'apporter une réponse globale. Nous avons ainsi organisé notre étude sur 3 axes, chacun développé dans un épisode de cette série, investir, envisager et hériter. Afin de nous pencher sur les surélévations, nous devons commencer par nous demander comment se constitue la ville. Quelles sont les influences et qui sont les acteurs qui contribuent à la fabriquer ? En soi, quelles sont les forces en présence ? Je suis Hubert Bokobza, chargé de recherche en hors-piste au sein de l'agence Bouchot Architectes, et vous regardez le premier épisode de notre étude sur les surélévations, Investir. Pour notre point de départ, qu'est-ce qui fabrique la ville ? C'est l'urbaniste Giorgio Miraci de l'agence AEI qui m'a répondu. Donc, historiquement, c'est ce système entre le lieu de travail, le moyen de transport et le logement qui a façonné les villes, notamment l'Île-de-France. Donc, pour ne pas trop étaler le discours sur tout le développement historique de la ville, et pour rester sur des exemples un peu plus concrets, on remarquera par exemple qu'il y a un lien direct en fait entre la localisation du lieu de travail et sa desserte en transport et le développement résidentiel que l'on observe en fait dans l'Île-de-France et dans la métropole parisienne aujourd'hui. On voit par exemple comment il y a tout un système résidentiel qui se développe autour du RER A pour venir irriguer la Défense et que c'est cet afflux qui rend évidemment aussi le résidentiel plus ou moins attrayant sur des secteurs qui restent accessibles par ce moyen de transport. Si on devait schématiser ça, il suffit de regarder en fait en RER A ce qui est accessible à 30 à 45 minutes pour identifier la plus grande partie des résidences des personnes qui travaillent à la Défense. C'est donc le rapport entre le lieu de travail et le lieu d'habitation qui forme les villes. On peut se demander alors où les investisseurs cherchent le foncier pour implanter les entreprises. Cette fois, c'est Cédric Desjardins, économiste chez Cogebat, qui m'a répondu. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, de grosses boîtes. Je te dis Carrefour, l'Oxam, par exemple, qui en fait était implanté plus proche de Paris, intramuros, voire Paris intramuros, par exemple, prenons le cas de l'Oxam, et qui en fait maintenant quitte Paris intramuros en fait pour aller en petite couronne. Si on prend par exemple une zone qui est très riche en entreprises, assez dynamique par exemple, c'est la Plaine Saint-Denis. Et la Plaine Saint-Denis, t'as des boîtes quand même comme VP qui sont implantées depuis un petit moment là-bas. Et en fait, l'avantage, c'est que tu as des bâtiments qui se louent beaucoup moins cher. Les grosses boîtes maintenant quittent souvent la région parisienne, quittent Paris intramuros, pour aller en petite couronne, voire grande couronne, pour en fait baisser le coût des loyers, tout simplement. Mais ça permet en fait de louer moins cher, d'avoir des bâtiments avec des services, des bâtiments où tu as même des salles de sport, tu as des zones de repos, des cafés, machin, bon voilà. Ça permet des fois d'avoir plus de services, d'offrir plus de services aux gens. Donc en fait l'actif tu l'achètes moins cher, les terrains, même le foncier est moins cher. Donc effectivement, tu arrives en fait à un ratio global qui est moins cher. Maintenant ça se trouve aussi moins cher. Donc encore une fois, il faut arriver à trouver la bonne tactique, le bon calcul pour arriver entre l'achat, l'actif, les travaux, la rentabilité, voilà bon. Mais les grosses boîtes aujourd'hui sont intéressées pour louer, en tout cas quitter Paris intramuros. Beaucoup maintenant vont s'installer en petite couronne, voire en grande couronne. Le Grand Paris va accentuer ça parce que avec toutes les gares qui sont en train de se créer, même en Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, tout ça, je pense que ça va accentuer ce phénomène. La tendance est donc plutôt de s'installer en périphérie de la ville, là où le foncier est moins cher et là où les employés habitent. Ça a été d'autant plus vrai, je dirais jusqu'aux années 80, que ça a permis de développer des secteurs d'activité, et notamment de tertiaire en première couronne, mais aussi avec l'offre résidentielle qui va avec. Parce que il y avait tout un intérêt en fait fiscal. C'était l'époque où la taxe professionnelle était perçue directement par les communes, qui avaient du coup tout intérêt à augmenter le nombre d'emplois sur leur territoire, parfois sans même s'intéresser en fait à l'offre résidentielle qui pouvait suivre ou pas, tout simplement parce que ça générait des recettes assez intéressantes et que ça permettait de financer les politiques locales des différentes communes. C'est ce qui a fait que se développent justement tous ces secteurs de bureaux autour de la capitale. La taxe professionnelle est donc l'outil qu'utilisent les communes pour sculpter leur territoire en termes d'entreprise.
Sauf que ce modèle est remis en cause, la taxe professionnelle n'est plus perçue directement par les communes, même si elle constitue toujours, dans sa nouvelle forme, une partie importante des recettes qui leur sont allouées, sauf qu'elle est redistribuée autrement par d'autres mécanismes qui passent par l'État. Ce qui a fait que cette concurrence, cet avantage concurrentiel des communes pour offrir des emplois tertiaires et pour créer des emplois tertiaires dans leur territoire n'est plus forcément si évident. Et au contraire, ce qui prime aujourd'hui le plus, maintenant que l'avantage fiscal n'est pas si intéressant, ce sont plutôt les aménités urbaines qu'offrent les différents secteurs et tout le cadre, en fait, tout le système et tout le tissu urbain dans lequel s'insèrent les activités. C'est comme ça qu'on a vu aussi une redensification tertiaire à Paris, avec une délocalisation des entreprises avec une activité économique adaptée, avec toutes les qualités qu'offre Paris, qu'offre le tissu et le cadre de vie de cette ville. Ce sont ces aménités qui deviennent attrayantes et en revanche, il y a d'autres externalités qui rentrent dans l'équation dans ce cas de figure parce que l'arrivée, en tout cas la réémergence de l'offre tertiaire à Paris, elle coïncide, elle amène d'ailleurs directement aussi une montée du prix du foncier et ça modifie grandement finalement le marché résidentiel de secteurs entiers de Paris. Aujourd'hui, ce n'est donc plus la taxe professionnelle qui dessine le territoire, mais ce sont les services disponibles autour des entreprises qui attirent les investisseurs. Et puis sans compter effectivement qu'à Paris, le foncier quand même est limité. On le voit bien à chaque fois, il faut faire avec ce qu'on a. Quand on démolit, il faut faire attention. On est limité par les gabarits, donc on n'a pas toujours les moyens, je dirais, de faire des extensions. Quand tu vas par exemple à la Plaine Saint-Denis, t'as quand même encore du foncier, donc tu peux démolir et reconstruire un bâtiment neuf, effectivement avec une plus grande capacité. C'est tout ça en fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les grosses boîtes comme ça, quelles qu'elles soient, elles cherchent effectivement à réduire le coût des loyers dans leur charge. Bon alors, à Paris, il y a beaucoup de services disponibles qui attirent les entreprises, mais le foncier est limité, ce qui crée une pression et augmente les prix. Derrière ça, le risque, assez clairement, c'est qu'on se retrouve, comme on commence à l'observer dans certains arrondissements, dans des secteurs et dans des quartiers monospécifiques. Le prix du foncier devenant très important, l'offre résidentielle devenant plus ou moins petit à petit écartée avec uniquement des produits d'exception accessibles à une clientèle d'exception, on retrouve des secteurs entiers qui sont complètement investis par le bureau et qui, du coup, vivent avec des temporalités qui sont celles du tertiaire. Des quartiers qui sont plus ou moins vides et sans activité le samedi et dimanche, qui vivotent jusqu'à 19-20 heures et puis après qui s'endorment complètement. Et ce n'est pas forcément ce qui fait la qualité du cadre de vie parisien, c'est pas forcément ce qui est recherché par ailleurs. En clair, en fait, c'est quelque chose qui va à l'encontre des tendances qui font la qualité de ville de Paris et un modèle qui semble difficile à soutenir à long terme. Alors cette attractivité des services attire les entreprises, mais repousse les logements, ce qui augmente la distance entre le lieu où on travaille et le lieu où on habite. Mais alors quel est l'impact des pouvoirs publics sur ce phénomène ? Ce changement de ce tissu provoquera forcément à un moment une réflexion un peu plus poussée de la part des pouvoirs publics. On a vu dans les programmes différents candidats de la mairie de Paris qui avaient un vrai intérêt concernant la question du logement à Paris et concernant le maintien de l'accessibilité au logement. Donc on peut en déduire aussi que ce volet-là, la question des quartiers monospécifiques apparaîtra et prendra le centre de la scène à un moment dans le discours et dans les politiques publiques qui concernent la capitale. À côté de ça, le rapport au télétravail connaît aujourd'hui aussi, pas qu'en région parisienne, des changements progressifs à l'approche au travail, des questions d'ordre systémique avec la durée du temps de travail, les modalités de travail, le nombre de jours fériés, etc. Mais aussi des questions d'ordre technologique. Le développement de la fibre en France, plus en général dans le monde et dans les pays développés, ainsi que le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, font qu'il y ait des nouvelles tendances et un nouveau rapport au travail, et une modification finalement en fait de l'approche au lieu de travail eux-mêmes, ainsi qu'une nouvelle approche au rapport avec son logement. Alors, quel rôle pourrait jouer la surélévation dans ce contexte ? Une fois qu'on a vu ce contexte, on peut se poser la question en fait de comment s'insère la question de la surélévation à des fins d'intensification de l'activité tertiaire dans la ville. Et on voit que y a quand même un contexte en changement, un contexte en développement qu'il faut pouvoir appréhender de manière un peu fine afin d'anticiper les tendances qui se manifestent et que l'on verra se développer aussi par la suite. Très clairement, on est tous là concernés par le travail à distance. On est d'ailleurs en train d'enregistrer cette conversation à distance plutôt que de l'avoir en personne comme nous l'avions prévu initialement. C'est la preuve aussi qu'il y a des nouvelles habitudes et des nouvelles pistes qui deviennent intéressantes pour développer l'activité autrement.
qui permettent de réenvisager le rapport au lieu de travail, qui permettent de réenvisager la distance au travail, mais aussi les questions liées au foncier, à la location ou à l'achat de surface de tertiaire. Mais étant donné qu'il y a une différence du prix du foncier entre le centre de la ville et la périphérie, est-ce que ce sont les mêmes investisseurs sur ces deux territoires et est-ce que ce sont les mêmes stratégies d'investissement ? En gros, à combien je peux louer le mètre carré par an, on regarde de la localisation, de la mise à niveau envisagée, des certificats environnementaux. Tout ça, effectivement, c'est lié. Tout ça, après, c'est également le temps d'amortissement de ton investissement. Encore une fois, tu as des maîtres d'ouvrage qui veulent un retour sur investissement extrêmement rapide, parce qu'ils ont des comptes à rendre, notamment à des actionnaires. Après, tu en as d'autres maîtres d'ouvrage qui, eux, ils préfèrent investir sur du long terme dans des actifs très, très qualitatifs. Ils sont pas trop regardants, ils préfèrent vraiment cibler des actifs hyper intéressants, mettre le prix et puis avoir un portefeuille d'actifs immobiliers très très valorisé, quoi. Et on a des maîtres d'ouvrage qui me disent, nous à 2000 € pour du bureau, du tertiaire, enfin plus de 2000 € du mètre carré de SDP en ratio, c'est compliqué de faire tourner la machine. Pour nous, ça marche pas. Voilà, c'est pas rentable parce que eux, ils ont comment dire une visibilité à très court terme. En revanche, moi j'ai des maîtres d'ouvrage qui sont des compagnies d'assurance, qui eux par contre, ils investissent, ils mettent 3500, 4000 € du mètre carré sur des bâtiments situés dans le Triangle d'Or, parce que voilà, eux ils ont pas d'objectif de rentabilité à 2 chiffres par exemple. Voilà, eux ils investissent plus dans les actifs après pour placer l'argent de leurs clients et puis en tirer quand même un minimum de rentabilité. Mais il n'y a pas cette notion de vraiment d'actionnariat, quoi. Mais est-ce qu'on peut faire un projet de qualité avec une stratégie à court terme ? On a des maîtres d'ouvrage avec qui on travaille régulièrement, qui ont cette stratégie d'investissement à court terme pour des raisons après qui sont diverses, mais essentiellement, je pense qu'ils veulent rentabiliser pour après éventuellement louer et donc en tirer le meilleur profit. Ou bien des fois, c'est je retape et je remets sur le marché à la vente. Comment arriver à faire un bâtiment au meilleur prix ? Bon. Après, c'est le job justement de l'archi, d'arriver à jauger et à trouver les meilleures solutions techniques, esthétiques. On n'a pas forcément besoin des fois de mettre très cher dans les matériaux pour arriver à faire des trucs sympas. Et tout dépend également par rapport à ça, parce que j'ai déjà eu moi des maîtres d'ouvrage qui avaient acheté un actif en fait trop cher. C'est-à-dire que là, ils ont acheté un bien immobilier, bien placé, on fait les travaux dedans, et puis finalement, quand ils font leur bilan, j'ai acheté l'actif trop cher, donc total des courses, il me reste plus grand-chose en coût de travaux maintenant pour mettre à jour mon bâtiment. Aujourd'hui, à 2000 €, 2000, 2200 €, on s'est retapé un bâtiment tertiaire dans des bonnes conditions. Maintenant, effectivement, quand je te parlais tout à l'heure de 3500, 4000, on est beaucoup plus qualitatif dans les matériaux. On va utiliser plus de la pierre au sol, on va plus utiliser du staff que du plâtre. C'est dans toutes ces prestations, quoi, voilà. Pour en revenir à la surélévation, quelles sont les conditions pour que l'opération fonctionne pour la ville ? Dans ce contexte-là, pour envisager la surélévation des bâtiments existants et l'intensification du tissu urbain, avec toutes ces contraintes, il faut se poser la question des conditions en fait, auxquelles il faut adhérer pour permettre la réussite de l'opération, mais aussi son acceptabilité vis-à-vis d'un contexte qui prône certainement pour l'intensification de la ville, mais qui a toute cette série de réticences par rapport à l'activité économique et les risques que cela peut présenter. Si on envisage la surélévation uniquement comme la vente d'un produit qui fait fi de toutes les autres activités et besoins de la ville, clairement son acceptabilité à long terme et dans un grand contexte sera compliquée, complexe. Ça risque d'être un peu compromis. Si en revanche on s'intègre dans ces développements et dans ces mouvements, là il y a peut-être un créneau pour identifier des contreparties à donner à la ville, au sens large, pas forcément à la ville en tant que maîtrise d'ouvrage ou que collectivité, pour réussir l'intégration et l'adaptation en fait au tissu urbain. Donc sur un même bâtiment, il faudrait regrouper des services, des bureaux et éventuellement des logements. Je dirais qu'il y a quelques pistes qui permettent de réfléchir aux contreparties que les acteurs du développement de ce type de processus pourraient envisager. La première, ça serait de participer en fait à la réhabilitation et à la requalification des immeubles ou du tissu dans lequel ils s'insèrent pour, par exemple, améliorer les performances thermiques des bâtiments. On intensifie les échanges et les activités et les interactions économiques, tout en améliorant la qualité environnementale de manière active, de manière directe, par de l'action sur le bâtiment et sur les lieux de travail. Ça permet de s'inscrire dans le volet environnement et développement durable. Une deuxième manière d'envisager cela, ça serait de revoir le programme et de prôner pour la mixité programmatique au sein des projets.
que la mixité programmatique soit intégrée en fait à un projet de surélévation ou d'intensification générale du tissu urbain en faveur de l'activité économique. On voit que à la fois les besoins professionnels des actifs changent, que leur rapport au travail, au lieu de travail, aux espaces de travail changent, mais aussi aux besoins qui sont liés à ce qui ressort du cadre professionnel. Aujourd'hui, pour les actifs de Paris, mais plus en général de toute l'Île-de-France, c'est très compliqué de trouver par exemple des places dans des crèches pour garder leurs enfants, alors qu'il s'agit souvent de ménages avec 2 actifs, où personne ne peut s'en occuper en direct, ça représente tout un budget, ça représente plein de difficultés d'organisation, et en même temps, c'est quelque chose qui manque fatalement dans l'offre de la commune et de la ville aujourd'hui. Ce type de piste qu'il faudrait développer, alors c'en est une, mais comme il peut y en avoir plusieurs, comme il y a la piste des crèches, il peut y en avoir d'autres qui soient liées à l'alimentation, au sport, au bien-être, à plein d'autres choses, qui profitent à la fois aux salariés et au tissu urbain dans lequel s'insère le projet. La mixité programmatique, aujourd'hui, elle est vue comme une difficulté de mise en œuvre de la part des différents opérateurs, mais il faut se projeter, et dans quelques années, en prenant en compte ce contexte plus large, demain, ça va être quelque chose d'imposé, ça va être quelque chose de nécessaire à la réussite des projets, et il faut anticiper ce tournant. Comme on n'acceptera pas des quartiers monospécifiques, on n'acceptera pas non plus des interventions de ce type avec une monospécificité programmatique. C'est sur ces pistes-là que je pense qu'il faut bâtir la réflexion. Et il faut que ça démarre aussi d'un point de vue qui se pose la question de la contrepartie et du donnant-donnant de la manière suivante. Paris et les métropoles sont aujourd'hui attractives parce qu'elles offrent des aménités urbaines. Ce sont des choses desquelles l'activité économique profite énormément. La question maintenant, ça va être de savoir s'il n'y a pas des nouvelles contreparties en fait à donner. Parce que le contexte est en train de changer et parce que ce qui est attendu du tissu urbain et de l'offre programmatique de nos villes, c'est en train de changer aussi. Voilà donc une façon de réussir une surélévation. Le problème ne repose pas seulement sur le prix de l'investissement que cette opération représente, mais aussi sur la façon de convaincre la ville d'accepter cette opération. Et la mixité programmatique au sein d'un même immeuble semble être une réponse. Alors bien sûr, la mixité programmatique est beaucoup plus facile à développer sur les opérations neuves que sur les réhabilitations. Cependant, si l'on envisage l'avenir de la ville, on peut se dire que la législation va évoluer de manière à faciliter cette rencontre entre les programmes. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode, merci de l'avoir regardé. La prochaine fois, nous essaierons d'envisager ce que deviendra Paris dans l'avenir. À bientôt!